Et une fois que les jeunes ont compris, il y a le deuxième objectif du premier guichet, c'est celui évidemment d'offrir des formations bien précises aux jeunes, donc des formations pratiques précises. Donc un jeune qui a besoin d'évoluer dans la photographie, il va recevoir une formation bien précise pour ce qui concerne la photographie. Les jeunes qui obtiennent ces formations sont automatiquement redirigés vers le deuxième guichet, qui est en fait le guichet entrepreneuriat. Ici, ce que le paillage fait, il accompagne, il finance, il coach et puis il évalue. Et pour financer donc toutes les entreprises des jeunes, les jeunes ont été subdivisés en 3 catégories. Il y a la première catégorie qui est en fait la catégorie des jeunes qui sont réorientés vers le secteur primaire. Ils sont davantage dans la création et dans la production de la matière première. Il s'agit des projets ou des idées pertinentes au double plan création de l'emploi et participation à la croissance économique. Les jeunes qui sont dans cette catégorie, en réalité, ils sont appelés à transformer la matière première produite par les jeunes de la première catégorie. En fait, pour être plus concret, ce sont les jeunes que nous plaçons dans le secteur secondaire. Ceux-ci, comme ils sont généralement obligés d'importer des intrants depuis l'étranger ou les machines, ils obtiennent des financements allant jusqu'à 100 millions de nos francs. La troisième catégorie de jeunes sont en fait les jeunes que l'on peut considérer comme les entrepreneurs à succès. Ce sont des jeunes qui n'ont pas attendu l'existence de la BIGE, du paillage et d'autres institutions d'accompagnement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ces jeunes ont en réalité besoin de l'impulsion et nous leur accordons en fait une impulsion pouvant aller à 100 millions également de nos francs. Les 2 premières catégories, donc la première catégorie et la deuxième catégorie, obtiennent des financements avec un taux d'intérêt égal à 0. La troisième catégorie obtient un crédit qu'elle obtient en fait de la part d'une banque et le pays se contenta tout simplement de payer ou de garantir son crédit. Le troisième guichet, c'est le guichet de l'insertion socio-professionnelle. Bien évidemment, le précédent intervenant l'a souligné, en fait, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a en quelque sorte, comme ça existe d'ailleurs dans d'autres domaines, il y a une question de vocation. Donc, des jeunes qui ne sont pas capables ou qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat sont également accompagnés sur le chemin de l'insertion socio-professionnelle à travers le mécanisme de stage de premier emploi. Et donc, chaque année, nous offrons aux jeunes Burundais des stages de premier emploi au nombre de 1000 stages par an. Donc, à côté de cela, nous offrons évidemment des accompagnements. Nous offrons des formations. Là, pour le moment, nous sommes en train de concevoir des plateformes de formation en ligne qui vont permettre à ce que les jeunes puissent se former dans des métiers innovants, des métiers actuels, tout en restant chez eux. Je pense que je peux déjà m'arrêter là. Merci. D'abord, pour réagir un petit peu à votre question, effectivement, donc ça, je pense que ce genre de panel, ce genre d'activité est très intéressant, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour le chercheur académique, parce que ça nous fait sortir un petit peu de la recherche documentaire, de la littérature, de la théorie, et surtout se confronter un petit peu aux difficultés et la réalité du terrain. Et donc, ça nous permet aussi d'être plus nuancés, de peut-être tempérer un peu plus radicaux, hein, donc si on n'avait pas ce contact avec, bien sûr, les gens du terrain. Donc, effectivement, d'après ce qui a été dit, je pense que ça va dans le bon sens, bien évidemment, mais ça reste quand même insuffisant, donc on est bien conscient, parce que le défi, il est tellement énorme, et on a tellement aussi pris du retard, effectivement, que malgré les bonnes volontés, les bonnes initiatives, comme vous l'avez dit à juste titre, il va falloir patienter aussi. Mais c'est vrai qu'on aura plus tendance à accepter, on va dire, ce devoir, peut-être ce défi de patience, d'autant plus qu'on voit nos responsables, effectivement, donc multiplier les initiatives sur le terrain, et donc donner un signal positif, d'accord, aux gens que, voilà, c'est en cours, c'est en process, mais voilà, donc il faut donner du temps au temps. Et là, j'aimerais préciser une chose, parce que je crois que nos responsables, nos chers responsables, ils font suffisamment d'efforts, mais je crois qu'ils pêchent un petit peu sur le plan de communication. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi les moyens de communiquer, ou peut-être le temps aussi, hein, donc, parce que à peu près on a le même problème au Maroc, et je crois que c'est la même chose en Afrique, c'est qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein de programmes, plein d'aides, justement, on va dire, au profit donc, des jeunes, justement pour les aider à entreprendre, mais parfois on se rend compte, on a déjà fait une enquête sur le terrain au Maroc, on se rend compte à peu près que
près de la moitié, ils ne connaissent même pas l'existence de ce programme. Et je crois que c'est du gâchis, parce qu'il y a des ressources, mais malheureusement, donc cette rencontre entre les gens qui en ont besoin et puis les institutions ou les organisations qui peuvent effectivement donner un coup de main, malheureusement, cette rencontre n'a jamais lieu. Et du coup, les jeunes, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui existe. Okay, et après, les responsables aussi, donc ils se sentent un petit peu, voilà, comment dirais-je, stigmatisés parce que, bon, ils ont l'impression qu'ils font des efforts, mais malheureusement, donc ça ne donne pas un impact concret et significatif sur le terrain. Donc ça, c'est ma première remarque. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une question qui m'a interpellé, je pense, vous avez parlé de est-ce que tout le monde doit entreprendre? Donc rapidement, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par entreprendre. Parce que si l'entrepreneuriat, on peut la définir juste comme étant quelqu'un qui est chef d'entreprise, gérant, administrateur, propriétaire des moyens de production de manière générale. Effectivement, tout le monde ne peut pas créer une entreprise, etc. Et de toute façon, ce n'est pas souhaitable, parce que si tu as un employeur, il faut aussi des employés, sans être péjoratif, bien évidemment. D'accord ? Deuxième chose, maintenant, si on élargit un petit peu la conception et la signification de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, par exemple, une personne, quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un, d'abord, qui a la capacité ou la vigilance d'identifier une opportunité avant les autres, c'est-à-dire de s'apercevoir qu'il y a un besoin qui est insatisfait et qui n'a pas été traité par les autres, et qui va en tirer profit justement en le mettant sous forme de projet. Je pense que tout le monde doit être un entrepreneur. Et ça ne se limite pas uniquement à l'aspect commercial, ou l'aspect industriel, ou l'aspect économique de manière générale. Donc on peut avoir des entrepreneurs économiques qui identifient des opportunités ou des besoins insatisfaits dans la sphère économique. On peut aussi avoir des entrepreneurs, par exemple, politiques. Ils identifient un besoin de réforme, etc. Et donc ils peuvent effectivement donc, faire un plaidoyer, proposer des réformes, etc. On peut avoir des entrepreneurs intellectuels, c'est-à-dire il y a un problème, une question qui n'a pas été résolue, donc je propose une solution, etc. Et je pense que si on veut créer une richesse, un développement inclusif, tout le monde doit participer à ce processus entrepreneurial. Tout le monde doit, je dirais, développer cet esprit entrepreneurial, justement pour qu'on puisse effectivement donc lancer ce processus de décollage économique. Troisième remarque par rapport à la question de, comment dirais-je, pourquoi le chômage, effectivement, j'aimerais juste apporter un complément d'explication par rapport à ce qui a été dit, qui est déjà pertinent. Souvent, on parle de la pression démographique, c'est vrai. On parle aussi du problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, c'est vrai, mais ce n'est pas toute l'explication. Parce que le problème, on va dire, du chômage, c'est vrai, c'est une inadéquation entre la formation et l'emploi, mais aussi c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire l'inadéquation des emplois par rapport aux formations. C'est-à-dire là, je parle de la structure et la nature de l'économie. On a ce problème au Maroc et dans d'autres pays d'ailleurs, c'est-à-dire que parfois, on a des gens qui sont bien formés, ils sont compétents, mais ils ne trouvent pas des emplois à la hauteur de leurs aspirations, en tout cas qui est proportionnel à la qualité de leur formation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle bien sûr la fuite des cerveaux. Donc, ces gens-là qui sont compétents, etc., s'ils avaient trouvé des emplois qui sont de meilleure qualité, de haute facture, certainement ils seront restés là et ils auraient trouvé un emploi qui est adéquat. Donc, si on veut résoudre le problème de chômage des jeunes, il faut agir sur les deux aspects ou les deux versants. C'est-à-dire améliorer la qualité de la formation, il n'y a pas de doute là-dessus, mais aussi améliorer la qualité de l'économie, c'est-à-dire développer des activités qui sont plus sophistiquées. Alors, vous pensez sérieusement que quelqu'un qui a juste un petit garage simple, il va engager quelqu'un qui a fait des formations très poussées en marketing, en ressources humaines, etc. Forcément, non. Donc, si tu as une économie qui est vraiment dominée par l'informel, par des petites et moyennes entreprises et qui n'ont pas besoin de haute qualification, bah, ça va de soi que même si tu améliores la qualité de la formation, tu ne vas pas résoudre le problème de chômage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à ça, parce que souvent on dit il suffit d'améliorer l'éducation et après tout de suite automatiquement les emplois ils vont tomber du ciel. Non, il faut aussi améliorer la structure bien sûr de l'économie en résolvant tous les problèmes bien sûr hein, donc, qui entravent l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Alors peut-être une dernière remarque par rapport à la question on va dire peut-être de financement. Et je crois que notre cher directeur, il a bien lancé un petit peu le débat en disant tout simplement qu'il ne faut pas trop compter sur les subventions. Et je suis parfaitement d'accord avec lui.
Parce que quel est le risque lorsque on va peut-être vendre l'illusion à tous les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat? Ok, l'État il va vous donner des subventions, il va vous aider dans les garanties, dans le financement, etc. On va se retrouver avec une génération d'entrepreneurs, entre guillemets, assistés. C'est-à-dire que si tu enlèves le soutien de l'État, après il va tomber. Et donc, ce genre d'entrepreneur, on n'en a pas besoin en Afrique. Je peux concevoir que le soutien peut être temporaire, ciblé, il n'y a pas de problème, mais que ce soit presque un droit acquis, donc il faut se détromper par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut résoudre le problème de financement? Il ne faut pas juste donner de l'argent, parce que de toute façon, l'État, que ce soit burundais, marocain, Afrique du Sud, ou tout ce que vous voulez, donc il ne peut pas suivre tous les besoins. D'ailleurs, notre cher dirigeant de la pêche, c'est ça? Paège, pardon, pour la prononciation. Donc il avait parlé de, on va dire, du déséquilibre, je crois, abyssal entre les demandes et puis les ressources existantes. Et ce sera la même chose pour n'importe quelle initiative. Il y aura toujours trop de demandes par rapport à ce qu'on peut offrir. Et donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir de manière globale sur cette problématique de financement. Dans le cadre d'un écosystème, il faut se poser la question pourquoi les banques rechignent à prêter de l'argent aux petites et moyennes entreprises. Est-ce que c'est uniquement? On peut se poser la même question. Pourquoi ils vont refuser de gagner de l'argent finalement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser de gagner de l'argent? Je ne crois pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas rentable pour eux. Il faut se poser la question, pourquoi ce n'est pas rentable? Parce que justement l'environnement, le cadre institutionnel du marché de crédit n'est pas favorable en fait à prêter de l'argent à des gens qui ont des petits projets. Pourquoi? Parce que le risque il est très élevé. Et pourquoi le risque est très élevé? Parce que le cadre légal ne protège pas. Demain, toi, tu dis, bon, aujourd'hui, tu dis, les banques sont les méchants. Je ne suis pas en train de défendre les banques, hein, je ne suis pas banquier. Donc, tu dis, maintenant, les banquiers sont méchants, ils ne donnent pas suffisamment d'argent. Demain, je te donne la responsabilité de diriger une banque, tu vas agir pareil.